commune. Et il peut pas être une journée sur site. Tellement de temps, on dit quoi que ce soit, et là, mon plat. The solutions to climate change are solutions that people don't want to hear. La raison étant que la solution au changement climatique, les solutions sont des solutions que personne ne veut entendre. And therefore politicians definitely do not want to hear them. Et donc les hommes politiques, en premier lieu, ne veulent pas les entendre. The solutions are actually quite simple. Les solutions sont pourtant très simples. And it simply means we have to restore the life-supporting system of this planet. Il s'agit simplement de restaurer le système vital qui fait fonctionner cette planète. In the 20th century, we took out 90% of the fishes in the sea. Au cours du XXe siècle, on a exterminé à peu près 90% des poissons dans l'océan. We took out 90% of the whales. 90% des grandes baleines aussi. Since 1950, we've had a 40% diminishment in phytoplankton populations in the ocean. Et depuis 1950, on a assisté à une diminution de 40% du phytoplancton. And phytoplankton provides over 50% of the oxygen that we breathe. Or, le phytoplancton nous fournit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. The other source of oxygen being the forests of the world, the rainforests and the plants. Les autres sources d'oxygène étant les forêts, notamment les forêts tropicales. And of course, we're also destroying the rainforests. Et bien sûr, ces forêts tropicales, on les détruit aussi. But why has the phytoplankton been diminished by 40% so far? Mais pourquoi est-ce qu'on a perdu 40% du phytoplancton? Because in the 20th century, we took those 90% of the whales. Parce qu'au cours du XXe siècle, on a tué 90% des baleines. So the solution is to revive life in the ocean is, again, very simple. Donc la solution pour restaurer la vie dans l'océan est encore une fois assez simple. It requires doing absolutely nothing. En fait, il suffit de ne rien faire. But to do nothing, you have to do something. Mais pour ne rien faire, il faut faire quelque chose. And that's the only way this can be achieved is through, we have to stop all government subsidized to industrialized fishing operations. Et la façon la plus évidente d'y arriver, c'est de commencer par couper le robinet en arrêtant toutes les subventions gouvernementales à la pêche industrielle. Right now, the governments of the world put out $76 billion a year in subsidies to keep the fishing industries going. À l'heure actuelle, il y a 76 milliards d'euros de subventions gouvernementales qui sont injectées dans la pêche industrielle. They need to do that because the only way to catch those remaining 10% is with super trawlers, giant draggers, 100-kilometer long lines. Ils doivent faire ça parce que le seul moyen de capturer les 10% de poissons restants, c'est en utilisant des bateaux ultra perfectionnés, gigantesques, qui sont capables d'aller de plus en plus loin, de plus en plus profond. We need to leave the oceans alone, and to do that we have to shut down those industrialized fishing operations. Il faut qu'on laisse l'océan souffler, et pour le faire, il faut qu'on arrête tous ces bateaux de pêche industrielle. In Polynesia, for hundreds of years, they had a system where the shamans would declare a bay taboo. En Polynésie, pendant des siècles, ils avaient ce que les chamans appelaient des zones tabous. Anybody caught fishing for the next, say, 20 years was a very strict punishment. Quiconque était pris en train de pêcher dans ces zones tabous était puni de manière très sévère. Because they understood that if the fish disappeared, they would die. Parce qu'en fait, ils avaient compris que si les poissons disparaissent, ils mourraient tous. And today we have no taboo areas left in the ocean. Aujourd'hui, on n'a plus de vraies zones tabous dans l'océan. The Mediterranean should be declared taboo for the next 50 years. La mer Méditerranée devrait être une zone taboue pour les 50 prochaines années. And the same with all of those other areas in the world. Et pareil pour plein d'autres endroits dans le monde. Fishermen, the industrialized fishermen now go to the marine reserves to catch their fish. Aujourd'hui, les pêcheurs industriels investissent même les réserves marines pour capturer les poissons. Every year they take 300,000 sharks out of the Galapagos Marine Reserve, for example. Chaque année, c'est 300 000 requins qui sont braconnés dans la réserve marine des Galapagos, par exemple. Every year we're killing 90 million sharks in the ocean. Et chaque année, on massacre 90 millions de requins dans l'océan. Primarily to provide shark fins to the Chinese market. Essentiellement pour fournir le marché chinois en ailerons de requins. The problem is that 7.5 billion people
cannot be sustained on the resources that we have. Le problème, c'est que plus de 7 milliards d'êtres humains ne peuvent pas... les ressources dont on dispose ne peuvent pas subvenir aux besoins de plus de 7 milliards d'êtres humains. Every year we're killing 65 billion animals in the meat industry. Chaque année, l'industrie de la viande massacre 65 milliards d'animaux. The slaughter of those animals creates more greenhouse gas emissions than the entire transportation industry. Et la mise à mort de tous ces animaux provoque plus d'émissions de gaz à effet de serre que toute l'industrie des transports. Number one cause of groundwater pollution. C'est aussi la première cause de pollution des nappes phréatiques. A leading cause of dead zones in the ocean. C'est la principale cause des zones mortes dans l'océan. And the greatest wastage of water on the planet. Et c'est la plus grande source de gaspillage d'eau potable. It takes 2,400 liters of water to produce one hamburger. Il faut 2400 litres d'eau pour fabriquer un hamburger. So if we're going to survive, the world must convert to plant-based diets. Alors si on veut survivre, il va falloir que l'humanité s'oriente davantage vers un régime végétarien. But again, these are solutions people don't want to hear because people want to see change, but they don't want to change. Mais une fois encore, ça c'est une solution que les gens ne veulent pas entendre, parce que les gens veulent du changement, mais ils ne veulent pas changer. But if we care about the future of our children and their children's children, then we need to make that sacrifice. Mais si pour nous, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est important, alors il faut qu'on soit prêt à faire ce sacrifice. You know, when people ask me about, what should we tell our children? Quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on devrait dire à nos enfants, I said it's about time that we stop telling them anything. moi je dis en fait il est peut-être temps qu'on arrête de leur dire quoi que ce soit. It's about time we start to listen to them. En fait il est plutôt temps qu'on les écoute. Because I find that children intuitively understand what's happening. Parce qu'en fait les enfants ont une intuition et une compréhension de ce qui se passe. So we need to encourage that intuition, encourage their imagination. Ce qu'il faut faire, c'est encourager leur intuition et leur imagination. Encourage them to find the answers that they're going to need for their survival. Et les encourager à trouver les solutions dont ils vont avoir besoin pour leur propre survie. And we certainly have to be optimistic about it. Et il faut qu'on soit optimiste. Thank you. Merci. Si on nous avait appris le respect du vivant, je pense qu'aujourd'hui, la planète ne serait pas, enfin l'humanité, pas la planète, l'humanité ne serait pas au bord du gouffre et la planète ne serait pas dans cet état. Le vivant de la planète ne serait pas dans cet état. Quelle est la solution? Alors il y a une solution qui est très simple. C'est la solution, pour ceux qui ont vu le film « Nos enfants nous accuseront », c'est d'apprendre aux enfants le respect du vivant. Et où, en dehors de la famille, où peut-on apprendre le respect du vivant aux enfants, tout petits, déjà à la maternelle? C'est à la maternelle et à l'école primaire. C'est pour ça que j'ai fait ce film qui s'appelle « Nos enfants nous accuseront ». Et dans ce film, il y a une séquence où l'enseignante, Marie-Pierre, avec sa classe de CM1, CM2, j'ai suivi les enfants de CM1, CM2, parce que, comme le dit Paul, il faut donner la parole aux enfants. Et j'ai suivi des enfants entre 8, CM1, CM2, c'est entre 8 et 10 ans. Et à cet âge-là, c'est très important, parce qu'ils n'ont pas encore basculé au collège, c'est-à-dire que leur esprit, ils ont leur libre arbitre, ils sont encore libres de penser, et surtout, ils pigent beaucoup de choses. Et donc je reviens à cette séquence de fin d'année scolaire, pratiquement, c'est dans la cour de l'école, rappelez-vous, dans la cour de l'école, pour ceux qui ont vu le film, sous un beau bel après-midi de mai, sous le tilleul de l'école, il y a donc le chef cuisinier et Marie-Pierre, l'enseignante. Et Marie-Pierre demande quels sont ceux qui, au début de l'année, mangeaient bio. Sur une vingtaine, 25 élèves, il y en a 2 qui lèvent le doigt. Et maintenant, quels sont ceux qui, maintenant, dans leur famille, mangent bio? Ils sont 15 ou 16 à lever le doigt. Et pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui, après qu'on leur ait expliqué ce que c'était que le bio, qu'on leur ait appris ce que c'était qu'un potager, le respect du vivant, sont eux qui ont éduqué leurs parents et qui ont signifié aux parents qu'il fallait changer d'alimentation. Donc, les enfants ont un rôle très important à jouer. Et qu'est-ce que c'est le respect du vivant? Eh bien, il faut apprendre aux enfants à toucher la terre.
Et surtout que les mamans arrêtent de dire à leurs petits, touche pas à la terre, c'est sale. La terre, c'est ce qui nous fait vivre. La petite couche d'humus, qui est pas très élevée, comme le dit, épaisse, comme le dit Nicolas Hulot et Pierre Rabhi dans Severn, cette couche d'humus, c'est ce qui nous fait vivre. Donc il faut leur apprendre à respecter ce sol. Et quand on respecte la terre, on respecte le monde microbien, on respecte le monde végétal, et on respecte le monde animal. Parce qu'il y a aussi des animaux qui sont très précieux, ce sont les vers de terre. Ce sont eux qui aèrent les sols, sont ceux qui génèrent de l'humus. Voilà. Donc, et voilà, c'est une chose très simple, que toutes les écoles de France, la France est un grand pays, est une grande puissance, et dans toutes les maternelles de France ou toutes les écoles primaires, si la ministre, Mme Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, l'avait évoqué rapidement il y a quelques mois, certains, même pas mal, se sont moqués d'elle, mais c'est ça la base. Si on veut sauver les générations futures pour leur avenir, il faut qu'on apprenne aux enfants à respecter le vivant, et ce respect du vivant commence dans les maternelles et dans les écoles. La France, qui est un beau pays, ne peut pas se dédouaner, un grand pays, et encore un beau pays, malgré ses 58 réacteurs nucléaires, la France ne peut pas se dédouaner de ce petit effort. C'est même pas un petit effort, c'est une aventure, un challenge formidable. Nous sommes à l'heure actuelle, depuis 10 000, 12 000 ans, c'est pas grand-chose, on remontera plus loin juste tout à l'heure. Depuis 10 000, 12 000 ans, on est dans une période qu'on appelle chaude de la Terre. On est à peu près, quand on a fait la moyenne de la température sur toute la Terre, à 15 degrés C, 15 degrés Celsius. Le CO2, durant ces 15-12 000 ans, était stable. Bon, il oscillait aux alentours d'une unité qu'on appelle le ppm 280. Il oscille depuis 3 millions d'années entre 180 et 280. En 150 ans, nous sommes passés à 400. Ça, c'est pour vous donner la contribution de l'action humaine depuis le début de la révolution industrielle. C'est une image, c'est une réalité extrêmement forte. Pourquoi je vous la donne? Eh bien parce que le CO2 n'est qu'une des facettes de cette activité. Les autres facettes, c'est la destruction, l'exploitation des ressources de la Terre, sous toutes ses coutures. Donc, on va parler climat, mais le climat n'est pas dissociable, même s'il est complètement dissocié au point de vue effet actuel. Il n'est pas dissociable de l'énorme empreinte que l'homme est en train de mettre sur Terre depuis 150 ans. Et c'est pour ça que ici c'est l'océan, ailleurs c'était d'autres choses, c'était l'agriculture, etc. Mais c'est le même combat. Moi, je vais vous parler du climat, mais c'est la même chose pour toutes les facettes de l'activité humaine de nos sociétés occidentales qui exploitent la planète au-delà de ses limites, entre autres pour l'agriculture et évidemment pour la biosphère marine. Alors, quelques chiffres. 1 degré mondial, c'est au niveau des moyennes latitudes de l'hémisphère nord, 2 degrés. Autrement dit, la France, elle, en 100 ans, s'est réchauffée de 2 degrés moyenne annuelle. C'est énorme. Les prévisions pour 2050-2100 sont avec différents scénarios économiques. Dans le plus haut, on est à plus 5 degrés par rapport à 1800, c'est-à-dire plus 4 degrés par rapport à 1900, en 2100. Dans le plus bas, on est un petit peu en dessous de 2 degrés, c'est-à-dire plus 1 degré par rapport à 2000. C'est le scénario le plus faible. Donc, cette fourchette, eh bien, c'est tout l'enjeu de Kyoto. Je pense que les leviers qu'il faudra faire jouer, bien sûr les politiques sont clés, parce que les politiques, ils peuvent mettre des normes d'émission, ils peuvent donner de nouvelles règles du jeu, mais ils ne les feront pas si la base sociale, si toute la société n'agit pas ensemble pour faire pression. Et je pense que maintenant, le véritable enjeu,
c'est que nous tous, dans tous les pays, on soit de mieux en mieux informés et qu'on impose à nos gouvernants d'agir justement pour préserver l'évolution de la planète. Il faut juste être conscient qu'il faut aller vers le 2, on va vers le 3-4 pour l'instant, il faut ramener au 2, mais il faut tous lutter et en tant que société, demander, insister, imposer à nos dirigeants d'agir autrement et de se sentir plus de force en tant qu'homme politique pour prendre des nouvelles décisions. Je vais pour le coup rebondir là-dessus par rapport au fait que il y a effectivement un challenge au niveau politique et sociétal, dans le sens où les hommes et les femmes qui nous dirigent, entre guillemets, sont dans des préoccupations électoralistes à très court terme. Or, le problème qui nous concerne aujourd'hui, l'impact, on va le ressentir. Bon, on commence à le ressentir maintenant, et encore, on n'est pas les premiers à payer, mais ça va vraiment nous tomber dessus dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir. Donc ça veut dire que concrètement, pour un homme politique qui est dans des ambitions électorales, de prendre des décisions difficiles aujourd'hui, des décisions qui ne sont pas forcément populaires, pour des résultats dont finalement ce sont ceux qui suivent qui en bénéficieront. Donc effectivement, ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est que l'opinion publique fasse bien comprendre aux hommes politiques qu'il est dans leur intérêt et dans l'intérêt de leur carrière politique de prendre ces décisions, et que non, elles ne sont plus impopulaires, elles sont désormais indispensables et nous les voulons. Donc ça mériterait très certainement un changement de la Constitution et une révolution dans les lois, et d'abord et avant tout, pour que ce soit possible, une révolution dans les mentalités. Si on veut que ça change de manière globale, par exemple, on trouve normal aujourd'hui de manger du poisson tous les jours quand on habite à Paris, ou dans des endroits qui sont à des centaines de kilomètres de la mer. Ce que ça implique, c'est une pêche qui est destructrice de l'océan et qui met sur le carreau des petites populations qui en sont bien plus dépendantes que nous. Quand on vit à Paris, on n'est pas dépendant du poisson. Donc déjà se poser la question de savoir est-ce qu'il est normal d'en avoir à disposition, et surtout de se poser la question de voir un peu l'évolution, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, le saumon était le plat des pauvres, le homard aussi, et aujourd'hui on voit bien que c'est devenu un mets de luxe parce que l'océan s'est appauvri et que nous on s'est adapté à cet appauvrissement et qu'on trouve ça normal, et que les enfants qui naissent aujourd'hui naissent là-dedans, et donc pour eux ça peut aussi sembler normal, alors qu'en fait ça ne l'est pas, et on a la mémoire courte, ce qui fait qu'on ne prend pas vraiment conscience de l'ampleur des dégâts qu'on a provoqués et de notre pouvoir de nuisance et de destruction. Moi je trouve qu'on est à une période hyper intéressante dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on est face au plus grand challenge en fait qu'on ait jamais eu à relever. C'est notre survie et la survie d'une grande partie de la biosphère, même si effectivement la planète s'en remettra. Donc c'est vrai que ce qui est triste, c'est que si on disparaît, et avant qu'on disparaisse, on va aussi entraîner avant nous pas mal d'autres espèces. Et ça devrait aussi nous obliger à nous poser cette question par rapport à cette arrogance et cette supériorité anthropocentrique qui est largement responsable du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est que finalement, si nous on venait à disparaître demain matin, ce qu'on verrait c'est un rétablissement de la biodiversité, de la vie sous toutes ses formes. Voilà, des océans qui se régénéreraient, des forêts qui se reconstitueraient, des espèces qui sont en train de disparaître aujourd'hui, qui reviendraient de leur cendre. Donc voilà, si nous on disparaît demain, c'est sans doute ça qui va se passer. Par contre, si les petits vers de terre, les petites bactéries qu'on méprise allègrement disparaissent demain matin, eh ben, nos jours sont comptés. Donc, écologiquement parlant, nous sommes très loin d'être l'espèce la plus importante. Et il va falloir qu'on l'intègre vite, et qu'on se rende bien compte que c'est dans notre intérêt que de respecter davantage la vie.
Et pour ce qui est du cas des baleines, je vais conclure là-dessus, c'est vrai que nous on travaille beaucoup à la défense des baleines. C'est un animal, une espèce qui est charismatique. Et c'est vrai que si en 2015 on n'arrive pas encore à faire taire les harpons explosifs, si on n'arrive pas à sauver des animaux avec un tel capital sympathique, les baleines, je vois pas comment on va pouvoir sauver quoi que ce soit d'autre dans l'océan. Et si on ne sauve pas la vie marine, l'océan meurt. Si l'océan meurt, nous mourrons tous. Et quand la FAO nous prédit un effondrement des pêcheries commerciales pour 2048, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne veut pas simplement dire qu'il n'y aura plus de poissons dans nos assiettes et qu'il va falloir choisir autre chose dans le menu. Ça veut dire que l'océan va mourir. Et ça veut dire que ça signe notre arrêt de mort aussi. Et 2048, c'est dans 33 ans. Et encore, c'est une prédiction qui est sans doute optimiste. Voilà, les premiers responsables, c'est nous, notre société de consommation. Et c'est vrai que si on veut que les pays émergents qui aspirent à vivre comme nous réorientent le train de leur économie, il va falloir que nous, on commence par le faire, parce que c'est compliqué de leur dire qu'on est trop nombreux pour vivre comme ça. Donc à nous de mettre la pression suffisante et positive dans le bon sens sur ceux qui sont censés nous diriger. Finalement, c'est nous qui dirigeons, c'est l'opinion publique. Donc voilà, à nous de jouer. Alors on va revenir très longtemps en arrière, 450 millions d'années. À ce moment-là, il y avait 20 fois plus de CO2 dans l'atmosphère terrestre que maintenant. Et c'est la colonisation de la Terre par les plantes qui a fait diminuer cette teneur en CO2 de l'atmosphère. Alors de quelle façon ? Il existe la photosynthèse. Le principe, c'est que les plantes absorbent le CO2. L'énergie solaire, la lumière arrive sur les feuilles qui sont des réels capteurs solaires et ça provoque une réaction qui fait que le carbone contenu dans le CO2 va se transformer en sucre qui va nourrir la plante et la constituer. Et donc ces plantes, en fait, au cours de leur vie, elles vont être de plus en plus chargées en carbone. Au début, elles sont très riches en azote. Le grain de blé, quand il germe, il fait un brin d'herbe qui est très tendre, très vert, c'est de l'azote, très riche en azote. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à la récolte des grains, là, à ce moment-là, le blé, c'est de la paille, et c'est quasiment du carbone pur. Donc les plantes, en fin de vie, elles sont très riches en carbone, elles vont mourir, elles vont tomber sur le sol, et à force de génération et de génération de plantes carbonées qui arrivent sur le sol, à cette époque-là, le sol était acide en anaérobie, les plantes ne pouvaient pas se transformer en humus, elles se transformaient en tourbières, et ces tourbières ont ensuite évolué vers le pétrole, le gaz, le charbon. Et ces énergies fossiles, en fait, c'est un stockage dans le sol du carbone de l'air qui a été absorbé par des générations de plantes. Et ce stockage dans le sol, on le brûle en quelques dizaines d'années. Alors évidemment, ça pose des problèmes. Alors, à force, ça a fait diminuer la teneur en carbone de l'atmosphère. Les plantes qui se nourrissaient exclusivement du carbone de l'atmosphère se sont retrouvées en carence. Elles ont dû évoluer pour pouvoir se transformer et trouver le carbone autrement, puisqu'il n'y en avait plus assez dans l'air. Et donc, l'évolution a fait qu'elles ont été capables de recycler la matière organique. C'est-à-dire que les évolutions ont fait qu'il y a les vers de terre modernes qui sont arrivés. Ils ont fait des galeries dans le sol qui ont permis à l'oxygène d'arriver dans le sol. Ça a permis aux bactéries aérobies de coloniser le sol. Et ces bactéries permettent aux plantes mortes, donc la matière organique, de se recycler, de se transformer en humus. Ce qui fait que les plantes actuellement, elles puisent leur carbone de deux côtés, dans l'air. Et là, le CO2, il y en a de plus en plus, donc de ce côté-là, ça ne manque pas. Et dans le sol, avec la matière organique carbonée qui vient du recyclage des plantes. Mais le problème, c'est qu'en agriculture, ce recyclage des plantes dans le sol, il n'existe pas, parce que les sols sont nus. Regardez à cette saison, vous allez voir beaucoup de sols nus, et même quand ils sont cultivés, entre les plantes cultivées, le sol est nu. Parce que l'agriculteur, il va s'échiner, et souvent avec du Roundup d'ailleurs,
il va s'échiner à enlever toutes les plantes qui poussent pour couvrir le sol, parce qu'un sol, dans la nature, il est toujours couvert. Là où il n'est pas couvert, c'est le désert. Ce qui fait que ça pose un petit problème, ce labour. Et cette minéralisation va être d'autant plus rapide que les sols sont dans des pays chauds, dans des pays tropicaux, parce que là, les bactéries qui mettent en œuvre cette minéralisation sont beaucoup plus actives. Et dans ces pays tropicaux, pour peu en plus qu'il y ait une forte pluviométrie, vous avez une grosse érosion sur les sols nus qui emporte toutes les bonnes terres dans les cours d'eau. Ce qui fait qu'au Brésil, après la révolution verte de l'après-guerre, quand on a mis des grosses machines qui labouraient le sol, au Brésil, ils se sont dit qu'en quelques années, leur terre allait se transformer en désert et qu'il fallait faire quelque chose. Et ils ont mis en place, dès les années 70, un nouveau modèle d'agriculture qui s'appelle l'agriculture de semis sous couverts végétaux. Et dans ces pratiques-là, on ne va plus du tout travailler le sol et on va couvrir le sol en permanence. Alors de quelle façon ? On va produire des plantes qui s'appellent des couverts végétaux, ou pour les jardiniers, on appelle ça des engrais verts, mais c'est la même chose. C'est un mélange de plantes qu'on a sélectionnées pour leur fort développement, donc leur aptitude à développer une forte biomasse, pour leur système racinaire aussi, qui vont permettre de décompacter le sol, qui vont aller profondément rechercher justement ces éléments minéraux qui se lessivent. Ça va réintégrer les tissus de la plante, et quand la plante va mourir, ces éléments minéraux vont se retrouver en surface. Donc on fait remonter ces éléments minéraux au lieu de les laisser polluer les nappes phréatiques, et ensuite, et en plus, ils permettent de refertiliser le sol. Donc ce sont des techniques qui permettent de diminuer fortement le gros largage de gaz à effet de serre qui se produit si on laboure. Et toutes ces plantes qu'on restitue au sol, c'est du carbone, donc c'est du stockage de carbone, c'est de la séquestration de carbone dans le sol, donc c'est une agriculture puits de carbone. Donc il y a des solutions qui existent, qui ont été mises au point il y a 40 ans, qui fonctionnent. En Europe, on est très en retard sur les grandes cultures, il y en a quelques-uns qui s'y mettent. Et je fais partie d'un groupe de maraîchers qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant, un réseau sur la France, et on réfléchit ensemble à mettre en œuvre ces pratiques dans le maraîchage. Un mot de conclusion pour chacun de nos invités, chacune de nos invités. Un mot. Puisque j'ai le micro, je veux dire qu'il faut garder vraiment espoir et surtout avoir beaucoup de conscience. Un mot. Alors, Un mot. espoir. Ocean. Résistance. Urgence. Paul a dit océan, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Oui, j'ai pas traduit, mais ocean, océan, je pense que bon. Florence. Cultivez vos jardins. 3 mots. Voilà, merci à nos invités.